Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Enfin les Jeux, enfin les sports. Dans moins de 2 heures, le tiers de l'humanité, près d'1 milliard d'hommes et de femmes, pourront suivre, s'ils le veulent, sur les écrans de télévision, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ceux qui aiment les chiffres précisent que 8500 athlètes vont défiler. Ils vont se disputer pendant 15 jours les 1109 médailles de Munich. L'Allemagne fédérale a dépensé pour ces Jeux 972 millions de marks. Elle veut en faire la fête inoubliable et presque universelle du sport. Le chef de l'État ouest-allemand, le président Heinrich Heinemann, ouvrira ces Jeux cet après-midi et la belle athlète Heidi Schüller prononcera le serment olympique. Seule femme dans l'histoire moderne des Jeux à recevoir cet honneur. J'ai dit des Jeux olympiques presque universels. Vous savez que les Rhodésiens ne sont pas autorisés à y participer et que les Chinois, s'ils sont à l'ONU, à New York, ne concourent pas encore sur les stades olympiques. Alain Bélouin. Oui, je crois qu'on pourrait dire tout d'abord que les Jeux olympiques quand même reviennent de loin, car après l'affaire rhodésienne, car l'Afrique noire sera là et on sait que l'Afrique peut jouer un rôle très important, notamment dans le domaine de l'athlétisme. La Chine, effectivement, a peut-être accompli son retour à l'ONU, mais elle n'a pas encore rallié le mouvement olympique. Ce devrait être chose faite, certainement, pour les Jeux de Montréal en 1976. Jean-Claude Magnon, champion olympique au fleuret à Mexico en 68, portera cet après-midi les couleurs françaises en tête de la délégation de nos athlètes. Et il était en balance avec le lutteur Daniel Robin. Daniel Robin, j'imagine que Jean-Claude Magnon était vraiment l'homme idéal pour porter ce drapeau français. Avant moi, oui. Peut-être fair play, mais c'est la réalité. Il y a quelques bruits qui ont couru que je pouvais être ce fameux porte-drapeau. J'étais très heureux, je m'étais fait à l'idée même un peu de l'être. Mais quand j'ai su que finalement c'est Jean-Claude Magnon qui avait été décidé, enfin ça a été Jean-Claude Magnon qui avait été choisi définitivement, ça a été une petite déception au départ, mais c'était vite une consolation parce que je pense qu'un garçon comme Jean-Claude, en étant à sa 4e Olympiade et avec tous les titres de noblesse qu'il a en escrime, méritait bien cette distinction. On ne rougira pas de l'avoir devant nous au défilé, croyez-moi. Donc pour avoir assisté à une conversation préalable, j'ai l'impression que vous êtes les deux meilleurs amis du monde. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Robin à votre sujet? Il n'en pense pas un mot. Moi de mon côté également, j'avais appris que Daniel était sur les rangs et j'étais également très heureux à l'idée que Daniel pouvait être le porte-drapeau, et étant donné l'amitié que j'ai pour lui et l'admiration pour tous les succès qu'il a remportés, et puis pour le garçon et l'homme qu'il représente, j'étais très heureux de savoir qu'il était également dans la course. Mais enfin, j'ai été choisi, j'espère qu'il n'est pas trop déçu. Je n'entachera en rien notre amitié. Je l'ai été un tout petit peu, mais cette amitié de trop longue durée. D'abord, j'avais 16 ans, il y a trop longtemps que nous sommes de bons amis pour que cette amitié soit froissée ou mise en cause, mais n'importe comment, j'ai réfléchi énormément. Et à 16 ans, j'étais à Rome et il était déjà sur la piste. Je suis allé l'admirer avec un survêtement des Jeux méditerranéens où je rentrais partout, dans tous les emplacements du village à Rome, ce que d'autres garçons font aisément ici aussi à Munich, je crois. Et en réfléchissant bien, depuis ce temps-là, Jean-Claude est dans le coup et je trouve que finalement c'est même tout à fait normal et que ça aurait été une erreur de ne pas le prendre. Et puis d'autre part, je pense que Jean-Claude avait le droit d'être déçu de ne pas avoir été choisi dans la compétition individuelle du fleuret et que c'est pas une compensation, mais que c'est une récompense un peu disons de cette longévité qu'il a eue dans sa carrière d'escrimeur. Vous parlez de longévité, Daniel. Vous savez quel âge Jean-Claude Magnon? Je ne sais pas son âge, mais je sais le temps depuis qu'il fait plus ou moins de l'escrime. Il a 31 ans. Il a 31 ans, il n'a que 2 ans de plus que moi d'ailleurs. Est-ce qu'il est marié? Oui, il est marié, et ça il est marié, il a une femme. Est-ce qu'il a un enfant? Je ne sais pas s'il a des enfants. Excuse-moi, Jean-Claude. On va jouer aux médailles maintenant. Alors, combien de médailles pour Daniel Robin et combien pour Jean-Claude Magnon? Vous m'aviez dit que c'était, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était le minimum, c'était 2 pour moi. Mais je pense que si j'ai une petite médaille jaune, bien dorée, ben je m'en contenterai et puis que je m'arrêterai là-dessus, sur cette bonne impression. Alors, il n'y a pas question de nombre de médailles pour moi. Il est question, je crois, pour la lutte, de nombre de garçons placés dans les 6 premiers. Ça sera déjà une bonne chose, je crois, parce qu'il y a de très, très bons éléments individuels. Il n'est pas question d'un classement par équipe pour nous, puisque sur les 10 catégories, il n'y a malheureusement que 5 catégories de représentées. Mais en ce qui concerne l'escrime, moi je me permettrai de faire des pronostics. Et je dirais quand même que
cette fameuse équipe de Floret, elle mérite son titre de champion olympique parce que ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas été battue et j'estime qu'elle est en devoir, elle est en mesure de la gagner cette médaille et qu'on aura plus de chances en individuel à Mexico en escrime aussi, qu'on pourra essayer d'obtenir un titre de champion olympique avec 3 finalistes. Je crois qu'on peut le faire et que les 3 garçons qui sont là sont capables de se passer. Ils le feront. Malgré ses sourires, ses promesses et cette bonne humeur, à la veille des compétitions, les malheurs des sportifs français continuent. Après la longue liste des blessés avant les Jeux, François Tracanelli, le repêché des Jeux, est tombé chez lui à Munich sur un morceau de verre et il s'est blessé. Quant à Pani, le magnétiseur n'a pas pu faire mieux que les médecins et l'état de Pani ne s'est pas amélioré. Oui, Jacques Pani, vous le savez, est resté à Paris pour trouver en quelque sorte le remède miracle afin d'aller aux Jeux, mais cela ne va pas mieux et Jacques Pani pourrait déclarer forfait dans la journée ou bien encore demain. Et puis hier, nous avons appris que Sylvie Telliez était blessée à son tour et puis Tracanelli, bien sûr, qui a fait une mauvaise chute. On a dû lui poser 10 points de suture au genou, mais Tracanelli quand même a l'intention de participer aux Jeux et il disputera d'ailleurs les épreuves éliminatoires dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, tout cela, bien sûr, nous amène à cette conclusion. Il ne faut pas être trop exigeant avec les athlètes français à Munich, mais il y a quand même des athlètes qui sont bien portants dans la délégation française. Et Christian Quillet, d'ailleurs, a rencontré M. Collard, le président du comité olympique français, qui lui a parlé de ces gens, ces athlètes français qui sont en bonne santé. La plupart des athlètes, si vous voulez, sur qui l'on peut compter, je crois. Je pense notamment aux 2 tireurs, Carrega et Beau, qui sont dans très très grande forme. Les cyclistes de piste sont également très bien. Les judokas, je pense que les judokas qui ont eu, comme vous le savez, un tirage au sort assez favorable dans les catégories légers et moyens et toutes catégories, sont également en très très bonnes conditions. Les escrimeurs ne sont pas encore arrivés, je ne peux pas donc juger de leur forme, mais je suis certain qu'ils seront très bien préparés de toute façon. Que pensent les athlètes français du village olympique? Et qu'en pensez-vous vous-même? Mais écoutez, vous savez, dans tout groupe un peu important, il y a toujours quelques-uns qui ne sont jamais contents, c'est d'ailleurs souvent les mêmes. Moi je pense, vous avez pu juger tout à l'heure, nous avons fait une visite, que les hébergements notamment sont très confortables. Les athlètes ne sont pas du tout serrés, beaucoup sont en chambre individuelle, au maximum ils sont à 2 par chambre. Donc de ce côté-là, je pense qu'on ne peut rien demander de plus. Je trouve ça très bien, très très bien. Personnellement, j'habite dans les mêmes conditions qu'eux, je me sens parfaitement confortable. Sur le plan de la restauration, c'est très bon. Je crois que d'ailleurs qu'au centre de presse également, vous avez pu juger que c'était très bon. Et nous avons 2 cuisiniers français qui rectifient un petit peu le tir, vous voyez, sur des problèmes de cuisson de viande ou des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, pas de problème. L'Américain Mark Spitz, le nageur américain, a des soucis, lui. Il se demande s'il va enlever 7 ou 8 médailles d'or, mais il continue à s'entraîner. L'espoir français Michel Rousseau, qui a beaucoup d'ambition, mais peut-être moins de chance d'enlever autant de médailles, n'a, paraît-il, pas réalisé d'excellentes performances au cours des derniers tests d'entraînement. Oui, Michel Rousseau a d'ailleurs aussi des petits ennuis de santé. Il est enrhumé, mais on dit souvent que c'est un signe de bonne forme, de très grande forme, même pour un athlète de grande compétition, un nageur de grande compétition, avant les épreuves. Mais est-ce qu'on a des indications sur l'état de santé des nageurs soviétiques, allemands, étrangers dans l'ensemble? Oui, bien vous savez, en ce qui concerne les délégations soviétiques en général, elles restent toujours très discrètes, mais Michel Rousseau vient de perdre son record d'Europe il y a quelques semaines et ce sont des soviétiques qui l'ont devancé. Mais Michel Rousseau conserve quand même une chance d'accéder au podium et d'ailleurs Pierre Fulla l'a rencontré. Comment s'est passé ce premier contact avec le bassin olympique? Oh, il a été très bon, n'importe comment dans l'ensemble. Toute la délégation française est satisfaite des installations, surtout qu'en France nous avons l'habitude de nager dans des bassins très rapides, donc ici nous serons plutôt avantagés. Est-ce que le fait de ne plus être recordman d'Europe vous stimule? Dans un sens, oui. C'est-à-dire que le jour où on m'a battu mon record d'Europe, ça m'a redonné pendant 1 ou 2 heures l'envie de me remettre sur le pot de départ, mais j'ai plutôt attendu quand même encore quelques jours. Vous avez consulté bien sûr les séries d'engagement. Est-ce qu'elles sont favorables pour vous, Michel Rousseau? Les astres sont peut-être favorables, les séries, je ne sais pas, n'importe comment, c'est quelque chose qui... on verra ça le jour, mais n'importe comment, les séries, c'est pas tellement quelque chose de très très important. C'est à partir des demi-finales que ça devient beaucoup plus critique, mais les demi-finales, on ne saura jamais dans quelle façon seront composées les séries. Pensez-vous que pour accéder en finale olympique, il faudra réaliser moins de 53 secondes, 5 dixièmes? Je ne pense pas, mais certainement que pour les 7 premières places, il faudra nager moins de 53 secondes. Voilà, après tant de choses dites et écrites à propos de ces Jeux de Munich,
Place au sport, en particulier à partir de demain, à partir des épreuves et de la présentation, aujourd'hui, de l'ouverture. Tout est prêt. Les derniers grands invités, comme Zatopek ou l'Éthiopien Bikila, qui ont marqué à un moment ou à un autre l'histoire des Jeux Olympiques, sont maintenant à Munich. Oui, ce petit homme que nous allons voir dans quelques instants, qu'on descend avec d'infinies précautions, c'est Abebe Bikila, l'une des grandes figures du sport de l'après-guerre. Il est paralysé. 2 fois champion olympique, il avait remporté à la nuit tombante à Rome la course la plus longue, le marathon, 42 km 195. Ce coureur solitaire venu des hauts plateaux d'Éthiopie avait sidéré le monde. Il courait pieds nus, oui, pieds nus sur le macadam brûlant de la ville éternelle. Soldat dans la garde impériale du Négus, il devint alors un véritable héros national. Bikila, aujourd'hui 40 ans, un grave accident d'automobile en 69 lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Munich l'a accueilli avec les honneurs dus à son rang de héros olympique. Image émouvante que celle de ce champion immobile, né pour courir et qui rêve aujourd'hui de faire seulement un pas de plus. Le mauvais temps dans la région de Saint-Nazaire vient de provoquer une catastrophe. La foudre a frappé ce matin un pétrolier, le Princesse Sirène, un pétrolier de 40 000 tonnes qui était en train de décharger dans le port de Donge, en Loire-Atlantique. La foudre a provoqué une explosion d'abord, un incendie. Le navire est maintenant coupé en 2 parties qui sombrent peu à peu. Le préfet des Pays de la Loire a déclenché le plan hors sec. Il y aurait une 40aine de blessés, peut-être même des morts. Lyon, encore un coup de théâtre dans l'affaire des maisons closes et des proxénètes de la région lyonnaise. L'ex-commissaire Javillier a été inculpé par le juge d'instruction Simon, inculpé de corruption et écroué à la maison d'arrêt de Dijon. Ancien responsable de la lutte contre le banditisme à Lyon, l'ex-commissaire Javillier avait été mis à la retraite sur sa demande il y a 4 mois. Il avait donné une réponse peut-être trop personnelle à une question si souvent posée à propos de ces milieux. Peut-on faire de la police sans se salir les mains? 2 morts pour 3 lapins. Vous connaissez l'histoire. Ce paysan qui a tiré avec ses 2 fils 5 coups de fusil en pleine nuit contre des habitants de son village dans la Loire, des habitants qu'il accusait de braconner chez lui. D'après les enquêteurs, c'est une balle du cultivateur qui a tué Madame Notin, dont la fillette a été tuée par le fusil de chasse d'un des 2 fils. Mes confrères de Lyon ont recueilli ce témoignage que vous allez entendre du beau-frère de la victime. C'est incroyable ça. J'aurais pu penser une chose pareille. Mais on n'arrive même pas à y croire. Vous connaissiez, je crois, la famille Pontille. Oui, bien sûr. Oui. Je suis de Chambéon moi-même, alors. J'habite Feuillon maintenant, d'accord, on connaît ces gens, bien sûr. C'est des gens du pays, et Chambéon, c'est pas si grand, hein. C'est pas la première fois qu'il y a des braconniers, c'est bien connu dans le pays. C'est bien connu, bien sûr. La plupart le font, de toute façon, alors. Surtout sur cette route. Votre frère vous a sans doute parlé un peu des circonstances de cette tragédie. Oui, bien sûr. Est-ce que la fusillade a été à quelques mètres de la voiture? Est-ce que vous avez des détails? C'est-à-dire, il circulait, il roulait. Il roulait et il a aperçu les gens sortant des maïs, du champ de maïs. Et c'était la fusillade. Voilà. Il y avait combien de personnes dans la voiture? 5. C'est 5. Mon frère, sa femme, ses 2 filles et son neveu. Alors la première réaction de votre frère a été de se diriger très rapidement vers l'hôpital. Bien sûr, les 2 pneus étaient crevés, il roulait sur les jantes. Alors il s'est arrêté 500 mètres plus loin, après la fusillade. Il a pris sa petite dans ses bras, il a vu qu'elle était morte. Et puis c'est mon neveu qui l'a encouragé un peu aussi. Roule, Roger. Tu verras, elles sont pas mortes, je suis sûr qu'elles sont pas mortes. Roule-lui jusqu'à l'hôpital. Et il est arrivé à l'hôpital, sa femme a été décédée. Sa femme a dit qu'une parole, on m'a tué Roger. Voilà. L'affaire Trognon, une affaire qui provoque une certaine émotion en France en ce moment, le juge du tribunal civil de Melun, M. Rousseau, maintient ses positions. Il estime que M. et Mme Trognon ne peuvent pas adopter Philippe, cet enfant photographié par François, cet enfant de 3 ans, abandonné dès le 1er mois de sa naissance, parce qu'il porte un nom ridicule. Le juge reconnaît que les parents offrent toutes les garanties matérielles et morales pour une telle adoption, mais il estime inadmissible d'affubler, je cite, un enfant du nom ridicule de Trognon. Jean-François Lucieni a interrogé M. Trognon. Demain, on te verra à la télévision, hein?
Philippe a aujourd'hui 3 ans. Et si cet enfant que sa mère a abandonné a été confié depuis 2 ans et en vue d'une adoption plénière à M. et Mme Trognon, c'est parce que la longue enquête faite d'abord par le Conseil de l'action sanitaire et sociale, puis par le Conseil de famille des pupilles de l'État, a prouvé que cette famille présentait toutes les garanties morales et matérielles pour adopter cet enfant. Au mois de mai dernier, M. et Mme Trognon demandent à adopter définitivement Philippe et c'est le tribunal civil de Melun qui est chargé de se prononcer. À la date du 29 juin, nous avons été convoqués devant M. le procureur de la République pour nous annoncer cette nouvelle qui nous a évidemment bouleversés. C'est-à-dire qu'il y avait, suite à la décision du tribunal, rejet d'adoption à cause de notre nom. Il disait pourtant que les garanties morales et matérielles étaient parfaitement réunies. Oui, les garanties morales et matérielles étaient réunies pour cette adoption plénière. Mais en revanche, votre nom... Le procureur nous a signifié qu'il y avait rejet à cause de ce nom, c'est-à-dire que l'enfant pouvait en souffrir. Il a même qualifié, je crois, votre nom de ridicule. Oui, il a même qualifié ce nom de ridicule. Est-ce que vous pensez réellement que ce nom de Trognon peut réellement perturber cet enfant? Absolument pas. Moi-même, je n'en ai jamais souffert au cours de ma vie. Si, simplement à l'école primaire, des taquineries d'enfants, sans plus. Et selon vous, comment se fait-il que ce tribunal ait pris cette décision? Écoutez, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Je trouve ça aberrant. C'est impensable. On ne s'attendait pas à une chose semblable. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Certains magistrats pensent même que cette décision est subjective et le parquet de Melun a même fait appel, tout comme M. Trognon, qui a demandé à la Cour d'appel de Paris de reconsidérer ce jugement. Si le tribunal rejetait votre appel, est-ce que vous pensez changer de nom pour pouvoir enfin définitivement adopter cet enfant? Évidemment, si je n'avais plus que cette solution, je prendrais cette solution, à seule fin de garder cet enfant. Parce que je pense que lui, cet enfant serait traumatisé lui-même si, à l'âge de 8 ou 9 ans, un camarade de classe lui disant qu'il n'a pas le même nom que ses parents, ça pourrait davantage le traumatiser. Avec nous sur le plateau de Télémidi, Madame Françoise Dolto, psychanalyste que les téléspectateurs connaissent bien puisque vous avez participé, Madame Dolto, à l'émission Le Procès en particulier. Est-ce que les juges peuvent s'appuyer sur des enquêtes ou des exemples très précis? Autrement dit, est-ce que sur le plan scientifique, les arguments du juge sont fondés? Non, sur le plan scientifique, les arguments du juge sont absolument pas fondés. Les enfants qui aiment la personne qui est leur père, qui aiment la famille qui les a adoptés, aiment de ce fait le patronyme qui est le leur. Et quand on voit des gens se plaindre de leur patronyme, c'est une justification parce qu'ils se plaignent d'autre chose. D'ailleurs, vous voyez bien que M. Trognon n'a jamais souffert de son nom. Quand il était petit, on a ri à l'école, mais de quel nom ne rit-on pas? Et si c'est pas du vrai nom, on en déforme une lettre pour en rire. Non, je trouve que cette décision est stupéfiante et absolument, comme on disait, subjective. Autrement dit, pour vous, le patronyme ne peut pas être à l'origine d'un conflit entre les parents ou entre le père et l'enfant? Jamais. Jamais. Le patronyme vient après. La connaissance du patronyme vient après des relations émotionnelles, des relations affectives, des relations qui sont le sens de la relation d'un fils à son père et à toute sa famille. Et c'est absolument inouï d'empêcher un homme qui a toutes les qualités pour adopter, qui aime ce petit l'aime tel qu'il est, et il aime ce monsieur Trognon depuis qu'il le connaît, pourquoi ne pas s'appeler de ce nom qui, à mon avis, n'a rien de ridicule et je n'y aurais jamais pensé, je dois dire. Vous avez étudié probablement des cas d'enfants? Oui, vous me faites penser, j'ai eu un enfant qui s'appelait Chèvre et qui est venu à l'hôpital parce qu'il avait des grosses difficultés et entre autres des difficultés avec son père que soi-disant il détestait. Mais le problème était autre, il avait perdu un petit frère et il croyait, à l'époque où il a perdu son petit frère, que les papas et mamans sont tout puissants et que le papa avait bien voulu qu'il meure, sinon il ne serait pas mort. Nous avons parlé ensemble de cette situation et
ce n'était pas ma surprise, mais c'était tout à fait normal que quelques semaines après, ils viennent en me disant « Mon papa m'a expliqué que mon grand-père s'appelait Chèvre, que mon arrière-grand-père s'appelait Chèvre, et que moi je m'appelle Chèvre, et ben je suis fier, je suis Chèvre, je suis fier d'être Chèvre. » Et c'était absolument terminé, et l'histoire entre le père et l'enfant s'était mis sur le mot chèvre parce qu'on se moquait de lui à l'école, mais uniquement parce qu'il y avait un conflit pour autre chose, qui était soi-disant que le père n'avait pas joué de sa toute-puissance comme il aurait dû étant jeune. Donc pour vous, ce problème du nom ne donne pas forcément des enfants plus déséquilibrés, Mais plus nerveux absolument pas, et je ne comprends absolument pas cette décision qui me semble abstruse. Est-ce que dans le cas de parents adoptifs, c'est plus grave? Mais non, pas du tout. Au contraire, tout le monde, tous les pères sont obligés d'adopter leurs enfants. Mais ceux qui les adoptent et qui ne sont pas d'eux sont encore plus des pères. Le père, c'est symbolique. C'est quelqu'un qui élève et qui donne son nom et son affection et tous les droits de citoyen à un enfant. Donc, pas du tout. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre facultatif, dans certains cas, que l'enfant garde son nom s'il avait un patronyme avant l'adoption? Moi, je n'en sais rien, c'est une question de juge, mais je trouve que ce nom en lui-même, je serais désolée que M. Trognon, sous prétexte qu'il se sent les qualités et qu'il les a pour adopter un enfant, se voit obligé de changer de nom. C'est ridicule. D'une façon générale, est-ce que l'enfant ne souffre pas plus de la séparation que dans le cas, par exemple, de M. Trognon, dans le cas de la... Enfin, je vais bien essayer de finir ma question. Est-ce que l'enfant ne va pas souffrir de la séparation? De la séparation d'où? De la séparation avec les parents, dans le cas Trognon, par exemple. Ah, mais naturellement, cet enfant aime déjà ses parents adoptifs, il est aimé d'eux, et il est impensable que cet enfant ne soit pas adopté par eux maintenant. C'est absolument impensable. Nous avons également entendu M. Trognon qui disait qu'il était prêt à changer de nom. Oui. Est-ce qu'il est facile de changer de nom? Ça, je ne sais pas, ce sont des questions légales, mais je trouverais désolant que M. Trognon, qui, en tant que M. Trognon, fils de M. Trognon, petit-fils de M. Trognon, veuille se trouver être père et élever un enfant, que, sous prétexte de l'opinion d'une seule personne, se voit obligé de changer tout ce nom qui le relie à ses ancêtres. Madame Dolto, je vous remercie. J'étais un moment troublé parce que je recevais en même temps des dépêches sur la catastrophe qui s'est produite dans le port de Donge, où un pétrolier a été touché. Pour le moment, on a recueilli 28 rescapés qui sont fortement traumatisés et hospitalisés. Dans l'ensemble, on pense qu'il y a encore des victimes, mais on en ignore le nombre. Il y aurait peut-être des morts, mais nous recevrons probablement des informations, des détails tout à l'heure. L'affaire du talc Morange. Après la révélation d'accidents survenus à des nourrissons dont les mères avaient utilisé cette marque de talc, la Fédération unifiée CFDT des industries chimiques dénonce ce matin, et je cite, le scandale qui entoure les médicaments. Quant à la société Morange, elle précise que le talc est fabriqué et conditionné pour son compte par une société spécialisée. Elle se contente de fournir le concentré parfumé employé pour le produit. Comment fixer les nomades? Ce n'est pas la première fois qu'on cherche naturellement une solution. On sait que les gitans ne veulent pas des HLM construits à leur intention. À Neuville, dans la Vienne, la municipalité a fait un pari, loger les gens du voyage qui transformaient jusqu'alors le centre du petit bourg en une véritable cour des miracles. Mais notre reporter Gérard Parbio a constaté que cette opération ne se déroule pas sans heurts à Neuville. Nombreux sont en France les panneaux interdisant le stationnement aux gitans et aux nomades. Or, une loi dans notre pays défend à ces mêmes nomades de circuler entre le coucher et le lever du soleil. Il convenait donc de les installer quelque part, et c'est ce qu'a tenté sans succès le docteur Métayer, maire de Neuville, près de Poitiers, en proposant aux gitans des logements sur mesure. Des logements qui puissent héberger parfois jusqu'à 15 personnes. C'est pourquoi ils ont été conçus sous cette forme que vous avez vu, qui est un grand hall central, et en dessus des cases qui ne sont pas des chambres, mais des cases toujours dans l'esprit gitan, avec le minimum de bois et d'huisserie pour éviter justement toute destruction par la suite. Sur ces 6 familles, combien logent actuellement Alors, dans sur ces ces maisons? 6 familles, aucune famille actuellement. Vous n'avez pas envie de loger là? Si on a envie de loger, mais c'est trop cher pour nous. On ne gagne pas.
Moi, je peux pas parce que je On n'ai pas vous dit l'habitude. parce que c'est trop Juste, cher. Juste madame, alors vous J'ai m'expliquez pourquoi vous ne voulez pas habiter là-dedans. Mais c'est trop cher. On n'a pas l'habitude, nous. On est toujours dans les caravanes, vous savez, on n'a pas l'habitude d'habiter en maison. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. 4 enfants, ce serait peut-être mieux quand même dans du dur, non? Oui, je sais pas. Ils sortent de jour sortis, ils ne sont jamais enfermés. Ils sortent partout, ils courent partout, c'est eux. C'est donc mieux la caravane pour les enfants? Sans doute. Ils ont peut-être mieux les caravanes que la maison, je sais pas. Mais moi, je vous le paye, moi, tous les mois. Hein? Mais alors, où je mets là-dedans? J'ai pas de meubles, j'ai rien. Il n'y a qu'une table, j'ai. Pourtant, c'est la grande vérité, je m'en bonne petite. Vous ne voulez pas habiter dans ce logement? Si, je veux habiter, moi. Alors pourquoi vous n'y êtes pas? Ben, parce que personne ne me l'a dit. Voilà. Il n'y a pas moyen de travailler pour avoir un petit peu plus de 18 000 francs? J'ai 900 francs par jour chez mon patron. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? 31 ans. 32 ans. À 32 ans, vous ne trouvez pas de solution de gagner plus de 18 000 francs par mois? Non. Vous avez je suis au chômage. Vous avez essayé? Ah, vous êtes au chômage? Oui. Vous êtes les seuls gitans à demeurer dans ces logements neufs. C'est la présence des manouches à côté des HLM qui indisposent vos compatriotes? C'est-à-dire, les gitans, c'est une catégorie de gens gitans qu'on a toujours suivi notre légende, les gitans avec les gitans, voyez-vous. Et le manouche avec le manouche. Et vous ne voulez pas vous On mélanger ne peut pas ici? se mélanger, en principe, le gitan avec le manouche. Et si les manouches habitaient à côté, vous partiriez? Ben, c'est-à-dire, on ne partirait peut-être pas, mais enfin, on essayerait de s'en aller quand même, parce qu'on ne s'accoutume pas avec eux. Pourquoi vous ne voulez pas partir là-bas dans les HLM qu'on a construits pour les gitans? On aime mieux être là. On aime mieux rester là. C'est pas cher pourtant ce qu'ils proposent là-bas. C'est assez cher pour nous, malgré. C'est pas quand même des logements pour 23 000 francs par mois, remarquez, hein. C'est assez cher, hein. Ça ne vous tente pas là-bas? Non. Malgré que je ne serais pas ici, ça ne me tenterait pas. Pourquoi? Comme je vous dis, c'est un peu cher. Et puis l'endroit pour les commissions, pour l'école, pour les gosses. C'est que tout le matin, il faut s'amener en voiture, il faut venir les chercher en voiture. Vous n'allez pas me faire croire que les gitans pensent aux commissions, pensent à l'école et tout, si? Maintenant, oui, c'est plus comme avant. Hein. Ça change, ça, plus ça va. Je crois que ça va nous se perdre sur des gitans. Les gitans, l'évolution, ça veut dire quelque chose aussi pour les gitans, l'évolution? Oh oui. Que ça se perd, peu à peu, ça se perd. C'est fini maintenant, l'esprit gitan. Vous voyez, j'aimerais mieux ma vie comme avant. Rouler avec un cheval et puis une caravane, que rester à la maison. J'aimerais mieux. Seulement la jeunesse maintenant, c'est plus pareil. Ça change. Baila. Aujourd'hui, 26 août, Sainte Natacha. Elle fut l'épouse dévouée de Saint Adrien, martyr à Nicomédie en Turquie en l'an 300. Des précisions sur ce qui se passe dans le port de Donge en ce moment. Le navire, touché par la foudre, est coupé en deux. Il continue à brûler. La foudre l'a touché pendant un violent orage. Il y avait 46 personnes à bord. 28 ont été sauvées. Elles sont hospitalisées, assez fortement commotionnées. Les autres sont recherchées par la police. Vous savez que par la police et puis par les services de secours, le plan Orsec a été déclenché par le préfet des Pays de la Loire. Un savant allemand, tout à fait sérieux, a consacré 20 ans de sa vie à l'étude de l'influence des astres sur la vie des couples mariés. Il vient de conclure sa longue enquête. Les femmes du signe du Scorpion divorcent, paraît-il, plus souvent que les autres, mais les hommes Scorpions ne sont pas touchés par le même principe. Il paraît qu'ils ne se séparent pratiquement pas. Faut-il y croire? Prochain rendez-vous ce soir pour les informations à 19h45. Bon après-midi.